Bonjour Jean Lopez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, historien, spécialiste de l'histoire militaire, notamment de l'armée russe. Vous dirigez également la rédaction parmi vos activités, la rédaction de ce magazine de la guerre, et vous consacrez justement le numéro d'été aux secrets et légendes de l'armée russe. On va y revenir en détail parce que c'est un vrai voyage dans le temps que vous nous proposez, 8 siècles en arrière. D'abord, sur le terrain, l'offensive de l'armée russe dans la région de Kharkiv se poursuit. Elle dit avoir récupéré plusieurs villages de l'Est du pays. Volodymyr Zelensky lui-même parle d'une situation extrêmement difficile, quoique sous contrôle. Il essaye de rassurer ses troupes comme il peut. Il essaye de rassurer et que probablement, alors en effet, il y a un recul qu'on estime de 5 à 8, 9 kilomètres selon les secteurs, ce qui est encore extrêmement modeste. Mais c'est un nouveau front qui s'est ouvert. Ça signifie donc un éparpillement accru des moyens humains de l'Ukraine qui sont déjà trop faibles. Est-ce que la ville de Kharkiv, on rappelle la deuxième du pays, est-ce qu'elle est menacée à court ou moyen terme ? Au rythme où vont les choses, c'est pas pour demain. Et puis je ne suis pas certain que l'armée russe voudra s'engager dans un combat urbain où par définition, c'est l'adversaire, c'est le défenseur qui a l'avantage. Et elle n'a vraiment pas montré son savoir-faire en matière de combat urbain. Sauf à faire ce qui s'est passé à Mariupol, c'est-à-dire une destruction absolument complète. Pour l'instant, je ne les vois pas encercler une ville de 1 300 000 habitants qui a une superficie comparable à celle de Paris. Ça serait vraiment un très très gros morceau avec un savoir-faire limité. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour évoquer ce genre d'hypothèse. Alors, ce qui est certain pour autant, c'est que la Russie semble s'être donné les moyens de son ambition. Plus de 30 000 soldats russes seraient mobilisés pour cette percée, justement, dans la région de Kharkiv. C'est considérable. Est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de se battre à armes égales ? Alors, à armes égales, aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile, dans la mesure où ce qu'on a pu mesurer dans le Donbass, c'est le rapport des feux, c'est-à-dire le rapport entre la quantité d'explosifs jetés par un camp par rapport à l'autre, est de l'ordre de 1 contre 10 ou 12 en faveur des Russes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes lancent 10 à 12 fois plus de missiles et d'obus guidés ou d'obus balistiques, que les Ukrainiens. Vous y voyez dans ces conditions, les Ukrainiens restreignent leur feu jusqu'au dernier moment. Et puis, il arrive un moment où ils sont obligés de reculer parce qu'ils sont écrasés par le feu. Donc, c'est une situation qui est anticipée depuis plusieurs mois par Zelensky. C'est tous les appels au secours. Livrez-nous des obus. Et personne ne pouvait imaginer, il y a 2 ans, qu'une guerre à notre époque allait consommer une telle quantité de munitions. Ce sont des proportions absolument ahurissantes. Évidemment, tous les appareils de production sont pris en défaut, où que ce soit dans le monde. En termes de capacité humaine, cette fois-ci, j'évoquais ce chiffre, 30 000 soldats russes. Comment se porte l'armée russe aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée un peu précise ? Aujourd'hui, les effectifs de l'armée de terre sont remontés. En février 22, lorsqu'ils attaquent, on a une armée de terre qui est de l'ordre de 120 à 150 000 combattants engagés dans l'opération Z, ce qui est peu, donc ce qui tend à prouver qu'ils pensaient plutôt à une sorte de grosse opération de police qu'à une véritable guerre. Aujourd'hui, on estime que les effectifs en ligne ont triplé, voire quadruplé. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'armée russe a rempli ses brigades. Elle en a formé de nouvelles. Vous avez parlé de 30 000 à Kharkiv. Il semblerait qu'il y en ait encore 50 000 derrière qui soient en train de finir leur rassemblement et leur formation. Donc l'armée russe a reconstitué son stock humain, si vous me pardonnez cette malheureuse expression. Et ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine, qui aujourd'hui commence à se tourner vers ceux qui sont partis à l'étranger. Notamment tous les jeunes gens qui sont partis en 22, dont certains avaient 16 à 17 ans. Ils sont partis avec leur mère. Les arrivées dans les gares parisiennes, on voyait très bien, on avait affaire à des personnes âgées et à des femmes avec des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, ces adolescents sont en âge d'être soumis à la conscription. Donc, il y a un véritable débat au sein de l'Ukraine pour essayer de récupérer ce stock humain. Je vous rappelle quand même que 8 millions d'Ukrainiens sont partis à l'étranger. Et la population du pays, qui était de 42 millions avant l'invasion, est aujourd'hui proche de 32 millions. Que les pertes sont considérables, surtout que les blessures sont souvent des blessures définitives, très handicapantes. Ce n'est pas le nombre de morts qui compte. Il faut rajouter à cela les blessés. Il faut ajouter tous les blessés psychiques dont on ne sait rien. C'est une guerre d'une violence extrême qui vise les hommes en permanence. Je veux dire, on est dans une situation
d'intensité maximale qui doit avoir des séquelles psychiques et psychologiques absolument énormes. Et qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. 2 ans et qui, selon toute vraisemblance, va encore durer pendant des années, malheureusement. Alors, on va regarder maintenant côté russe. On a vu passer le 9 mai dernier ces images, ce traditionnel défilé militaire pour commémorer la victoire sur l'Allemagne nazie, avec ce discours très offensif de Vladimir Poutine. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte, dit-il, avec en toile de fond cette menace évidemment sur l'Occident. C'est du bluff ou il y a un réel danger selon vous ? Pour l'instant, il n'en a pas besoin, par définition, puisque sur le plan conventionnel, les choses se passent plutôt mieux pour la Russie. Mais il maintient le décor de toute cette guerre qui est la Russie est la première ou la deuxième puissance nucléaire du monde. Il considère que le territoire national est sanctuarisé. C'est aussi, comme toujours, ça s'adresse au soutien de l'Ukraine. Pas à l'Ukraine directement, ça s'adresse aux États-Unis, ça s'adresse aux puissances nucléaires secondaires comme la France et la Grande-Bretagne. C'est une manière de tenir l'Occident en respect ? En respect, vous savez, cette arme nucléaire, on ne l'utilise pas n'importe comment. Elle a été utilisée que 2 fois dans l'histoire. Plus personne n'a osé l'utiliser depuis. Poutine ne va pas larguer des armes atomiques, même tactiques, comme ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait une situation de danger maximal pour la souveraineté de la Russie. On est très très loin. Les troupes russes campent en territoire ukrainien. Mais de temps en temps, depuis 22, c'est cyclique, on agite le spectre nucléaire. Et justement, cette menace du nucléaire, elle est, vous le disiez, quasiment omniprésente chez Vladimir Poutine depuis le début de cette guerre. Sur cette menace à l'égard de l'Occident, quand on regarde les prédécesseurs de Vladimir Poutine, quelle est la doctrine en la matière ? En matière d'emploi nucléaire, de dissuasion nucléaire. La dissuasion, elle est comme dans tous les pays qui s'en sont dotés. On n'utilise l'arme nucléaire que véritablement en cas de danger sur le sanctuaire national. Les Russes sont passés d'une position très offensive dans les années 70-80 en matière d'utilisation d'armes nucléaires sur le champ de bataille à une position beaucoup plus restreinte et défensive à l'époque de Gorbatchev. Il y a vraiment un recul très très net qui allait avec le fait que l'URSS était en train de se détricoter. Donc sous Gorbatchev, les militaires étaient venus à une doctrine beaucoup plus défensive. On est encore dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie a une doctrine d'emploi de ses armes nucléaires qui est essentiellement défensive. Donc là, encore une fois, oui, on fait peur, on en parle beaucoup. On va dire c'est de bonne guerre. C'est pour dire aux Occidentaux, leur dire attention, chez nous, il y a des lignes rouges. Ne les franchissez pas. Retenez-moi ou je fais un malheur. Un discours quand même très offensif. C'est pas le premier. Regardez ces discours depuis 2011, ils sont souvent d'une grande violence. Il y a ce qu'au début, on n'a pas pris. Pendant des années, on a pensé que cette gesticulation masquait une véritable faiblesse. La Russie a corrigé ses faiblesses et c'est vrai que s'il y a une surprise militaire en 22, il y a surtout une grande surprise politique. Je pense que c'est la plus grande leçon à tirer de cette guerre, c'est qu'on s'est rendu compte que Poutine a décidé véritablement de rompre avec l'Occident en profondeur. Ça, c'est la grande nouveauté. J'avoue que j'ai été moi-même très surpris par cette décision où la Russie semble avoir atteint un point de non-retour et tourné le dos à l'Occident. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans son histoire. On le sait tous. Alors justement, Jean Lopez, dans ce livre, vous avez remonté les époques, vous avez analysé près de 8 siècles d'histoire militaire russe. Finalement, quelle place cette guerre en Ukraine occupera-t-elle dans l'histoire justement militaire de la Russie ? Alors, c'est un empire qui est à la fois un empire multinational, donc avec une certaine fragilité interne, et c'est surtout un empire qui a un développement territorial absolument gigantesque, puisqu'il a atteint les 22 millions de kilomètres carrés, un sixième des terres émergées du globe, ce qui veut dire des frontières absolument gigantesques et de très nombreux ennemis potentiels. C'est donc un État qui, pour des raisons d'extension des frontières et de fragilité interne, a toujours entretenu des armées beaucoup plus importantes que ses moyens économiques ne le lui permettaient. Ça, si vous voulez, c'est la grande donne, la grande clé qui permet de comprendre le problème russe, soviétique et russe à nouveau. C'est-à-dire cette nécessité d'avoir une armée qui dépasse absolument les moyens du pays. Et tout le problème de la Russie de Poutine aujourd'hui, c'est d'éviter que l'effort industriel qui est demandé par cette guerre d'attrition en Ukraine ne distorde trop
à la fois la structure de la production et la structure de la consommation dans le pays lui-même, avec toutes les conséquences sociales et politiques que ça aurait. Et c'est pour ça que la nomination de Belousov, ces derniers jours, a beaucoup fait frémir les chancelleries, où on s'est dit, confier le ministère de la Défense à un civil, une grande première tout de même, confier là-bas... Nomination surprise. Surprise, absolument surprise, à un homme qui est connu pour être un organisateur industriel. Ça aurait été faire un très bon planificateur à l'époque soviétique, on l'aurait vu au Gosplan. Alors lui, c'est vraiment son truc, c'est probablement, il est chargé de veiller à ce que l'appareil productif russe s'adapte à une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre où il faut durer et où il faut produire beaucoup, sans toutefois, ce toutefois qui est absolument important, sans toutefois en arriver au point où en est arrivé l'Union soviétique, c'est-à-dire de sacrifier tout le reste et de se fragiliser, par conséquent, intérieurement. Et donc avec cet enjeu sur l'opinion publique, est-ce que vous diriez que sur ce que vous dites à l'instant, qu'il y a une continuité ou une rupture par rapport à la doctrine de l'armée russe que vous avez observée depuis 8 siècles ? Les doctrines militaires, elles évoluent sans arrêt en fonction des technologies, en fonction des visions politiques, en fonction de la solidité d'un État, des menaces qu'ils perçoivent. Donc la doctrine militaire russe, elle n'est pas immuable, elle n'est pas fixe dans le temps. Elle a sans arrêt oscillé entre des doctrines offensives, hyper offensives dans les années 30, hyper offensives au début de la Seconde Guerre mondiale, défensive à la fin de l'Union soviétique. Puis il y a eu ce trou d'air avec l'effondrement de l'URSS, où pendant 10 ans, finalement, l'outil s'est terriblement affaibli, faute de moyens, et où on est revenu à des doctrines qui, en quelque sorte, faisaient une politique du pauvre. C'est-à-dire, on s'est dit, on a commencé à penser en Russie, c'est un peu la mode aussi en Occident, ce qu'on appelle la guerre hybride, vous savez, c'est cette idée, on peut peut-être faire la guerre avec des moyens non militaires. C'est quelque chose qui est absolument anti-clausewitzien et qui tourne le dos à la tradition de la pensée militaire russe, qui est très proche de celle du prussien Clausewitz, et qui est notamment incarnée par le grand penseur militaire Alexandre Zietchine. Donc ils ont tourné le dos à cela, ils ont pensé... Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine en février 22. Ils ont pensé qu'ils avaient suffisamment déstabilisé l'État ukrainien par tout un tas de moyens non militaires, des moyens économiques, chantage au gaz, des moyens politiques, des infiltrations, des cyberattaques. Et ils ont cru finalement qu'une simple opération de police allait mettre à bas cet État. Lorsqu'ils se sont rendus compte que cet État avait une véritable résilience, une capacité à durer dans le temps et à mobiliser des alliances importantes, les Russes sont revenus, je dirais, à une conception plus traditionnelle, qui était celle d'Alexandre Azietchine, à savoir, la guerre, c'est une affaire de très longue haleine, où l'on ne peut se permettre que des opérations à but limité et qui s'enchaînent qui sont chaînées entre elles. C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'échec pour l'armée russe dans cette guerre en Ukraine ? Probablement, bien sûr, l'échec, il est là, il est absolument patent. Ce que voulait Poutine, c'est-à-dire, en fait, il voulait la destruction de l'État ukrainien. Il voulait revenir à une situation de vassalisation de cet État, ce qui supposait de liquider le gouvernement Zelensky et ses appuis, ainsi que ceux des oligarques qui le soutiennent. Et il a eu une très mauvaise surprise, puisqu'il a subi un véritable échec. C'est un affront terrible. Mais les Russes, leur spécialité, c'est de mal démarrer les guerres. Plutôt pas mal les finir. Donc là, je pense qu'on est dans une période d'adaptation à cette nouvelle donne. Et contrairement à tout ce qu'on a pu dire depuis 2022, leur effort d'adaptation est en train de payer ses fruits. Et encore faut-il qu'il dure pendant des années. Et là, rien n'est joué. Vous évoquez la surprise de la Russie qui pensait parvenir à faire tomber l'État ukrainien en quelques semaines. C'est vrai que, est-ce qu'on ne s'est pas tous trompés finalement là-dessus, parce qu'on a tous pensé que la Russie allait gagner cette guerre en quelques mois, et finalement on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez, la Russie rend fou les analystes. Je veux bien citer cette phrase de Bismarck qui disait en 1890, quand il quitte le pouvoir, et que Guillaume II change ses alliances avec la Russie, il dit ceci: la Russie est un véritable paradoxe. Churchill dira la même chose quelques années plus tard. Elle n'est jamais ni aussi faible ni aussi forte qu'on le pense. En 22, quand les Russes ont échoué, au tout début de l'attaque,
tous les commentateurs ont dit ils vont faire une bouchée les Ukrainiens. Quand on s'aperçoit qu'ils échouent, et quand on s'aperçoit que les Ukrainiens, eux, sont capables, en 23, d'adopter, même septembre 22, d'adopter une guerre plus mobile et d'obliger les Russes à évacuer et de passer à l'offensive, pratiquement un quart de leur prise de gages territoriaux, on se dit, bon, bah, c'est fini, les Ukrainiens vont gagner, surtout qu'il y a le poids du colosse américain. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans une phase où on pense que c'est les Russes qui vont gagner cette guerre. Mais encore une fois, cette guerre est une guerre d'attrition, c'est une guerre qui va durer des années. Et qui est plus indécise que jamais. Merci beaucoup. Plus indécise que jamais. Merci beaucoup, Jean Lopez. La guerre russe, la puissance, la guerre et la gloire, c'est le titre du dernier numéro donc, de ce magazine de la guerre que vous dirigez, un magazine qu'on recommande vivement pour tous les passionnés d'histoire militaire. Ça permet de prendre un peu de hauteur de vue pour comprendre, pour analyser ce conflit qui est, vous l'avez dit, parti pour durer malheureusement. Merci beaucoup. Merci. Jean.